Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue de la part du Centre d'études et de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants et du Learning Network. Merci d'être avec nous. Merci de participer à cet événement spécial. Je vais vous donner quelques instructions avant de commencer. Cet événement spécial se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français. Pour sélectionner l'audio de votre choix, cliquez sur le bouton d'interprétation, l'icône du globe, en bas du panneau de navigation Zoom sur un ordinateur de bureau. Sur mobile, cliquez sur l'icône plus et sur la langue d'interprétation de votre choix. Les micros et les caméras de tous les participantes et participants sont éteints. L'interprétation ASL est assurée. Nous invitons les personnes utilisant l'interprétation gestuelle à se connecter directement avec les interprètes dans la boîte de chat. Le sous-titrage en direct est également disponible. Si vous avez des questions à poser aux présentatrices, veuillez les taper dans la boîte de questions et réponses. Nous avons le chat activé pour la présentation. Pour donc désactiver les avis du chat, cliquez sur la petite flèche vers le haut à côté du chat dans la barre de menu de Zoom, puis cliquez sur Show Chat Previews, Show Chat Previews, afficher les aperçus de chat pour que la case ne soit pas cochée. Pour ceux qui souhaitent un soutien, une liste de soutien de services sera affichée dans la boîte de chat. Un lien vers un formulaire d'évaluation s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur après la fin de l'événement. Un certificat de participation sera généré une fois que vous aurez rempli cette évaluation. Cet événement spécial est enregistré. L'enregistrement et tout le matériel, par exemple les diapos, seront publiés sur le site web du Learning Network et vous seront envoyés par courrier électronique après. Je vais vous faire une pause pour commencer l'enregistrement et lancer officiellement notre rencontre. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Katrina Scott, directrice universitaire au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom du Centre, je vous souhaite la bienvenue à notre événement spécial. Leçon tirée de la Commission des pertes massives de Nouvelle-Écosse. Réflexion de la Commission et de la communauté. Je tiens à souligner que notre travail se situe sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenapewa et Sean-Notan. Ces terres sont liées au traité de London Township et de Sombra de 1796, ainsi qu'au traité Wampum, bol avec une cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada par le colonialisme et l'esclavage. Nous continuerons à travailler en collaboration avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme anti-noir et d'autres formes d'oppression qui restent omniprésentes au Canada et qui entraînent des impacts disproportionnés de la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. Nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui Emma Conliffe, Sherwa Frimpong et Christina Fifield. Un lien vers leur biographie complète sera communiqué dans la boîte de dialogue, dans le chat. Nous commencerons par une présentation de la Dr. Conliffe, suivie d'un débat. Emma, Sherwa et Christina, bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Il s'agit d'une conversation extrêmement importante et nous sommes impatientes d'entendre vos points de vue. Je vous cède la parole, Emma, d'abord. Merci. Merci, Katrina, de l'accueil chaleureux et de l'invitation de parler à ce merveilleux groupe aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que je me joins à vous aujourd'hui sur les terres ancestrales traditionnelles et non celles des Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish, ici, à l'endroit que nous appelons maintenant Vancouver, en Colombie-Britannique. Veuillez reconnaître,
Je souhaite aussi reconnaître particulièrement ceux et celles d'entre vous qui se trouvent en Nouvelle-Écosse et dans les autres communautés canadiennes affectées par les tueries. Nous savons que ce genre de choses peut vraiment exacerber les violences et je suis très consciente dans le cours de notre journée aujourd'hui de la question aussi des feux de forêt non maîtrisés qui se trouvent donc en Nouvelle-Écosse en ce moment et ça exacerbe également les questions de violence. Alors, je sais que vous savez qu'un agresseur a tué 20 personnes, donc en 2020, en été 2020, en Nouvelle-Écosse. La commission des pertes massives a été convoquée pour examiner le contexte, les circonstances et les causes de cette tuerie. Et nous avions un mandat long et qui était détaillé, mais aussi inclusif, car cela a offert une liste d'éléments à considérer, mais aussi de directions à donner à la commission sur d'autres questions pertinentes. Les échéances étaient ambitieuses et la portée du sujet était difficile, évidemment. Parfois, encore plus difficile par la fonction, par l'idée de fonctionner en pleine pandémie. Bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les leçons apprises et les recommandations provenant de notre rapport définitif. Avant de céder la parole à Roy et Christina qui parleront de leur travail au sein de cette commission. Sans elles, sans toutes les deux, nous n'aurions pu donc atteindre nos objectifs et accomplir ce que nous avons réalisé. Alors, quant à moi, je suis professeur à la Allard School of Law de l'Université de Colombie-Britannique et j'ai eu l'honneur d'être donc la directrice des politiques et de la recherche de la Commission des pertes massives dont nous allons parler. Pour accomplir le mandat ambitieux qui a été établi, nous avons organisé notre travail en 3 phases. D'abord, la première phase, c'était d'offrir à des communautés qui ont été touchées un récit définitif de ce qui s'est passé parce que c'était un peu flou auparavant et ça a été la première phase. En fait, que s'est-il passé? Deuxième phase, pourquoi, comment, contexte, cause. Donc, pourquoi et comment ça s'est passé finalement. Et la troisième phase a mis l'accent sur les constatations de la commission et les recommandations, donc le suivi par la suite. Et ça, c'était un exercice de collaboration avec les participants du processus, plusieurs étant des organisations qui avaient de l'expérience quant à la violence conjugale et du partenaire intime. Nous avons identifié 3 piliers à notre mandat. D'abord, mettant l'accent sur la violence, y compris les questions de violence fondées sur le sexe et entre les partenaires intimes et les antécédents, l'historique de cette violence de l'agresseur. Et donc, deuxième pilier, collectivité, accès aux armes à feu, soutien après à des tueries et les groupes affectés de manière différenciée. Donc, comment est-ce que ça se déclinait au sein de diverses collectivités, divers groupes. Et Roy et Christina nous en parleront davantage. Puis, il y a eu la question des services de police, des services, y compris les interventions en cas d'incident critique, communication de la police et matériel de la police et les réponses de la police à la violence conjugale en particulier. Le rapport a 7 volumes ainsi qu'un résumé et comprend plus de 3000 pages. Le volume 3 met l'accent sur la violence, le volume 4 sur les collectivités, 5 sur les services de police. Et nous avons aussi préparé un volume distinct sur donc le processus donc et la mise en œuvre d'une responsabilité partagée d'agir. De plus,
Il y a 4 volumes supplémentaires de divers documents, donc supplémentaires. Et je voulais particulièrement attirer votre attention sur l'annexe B, les rapports mandatés par la commission, y compris un rapport par la professeure Scott et d'autres rapports fort utiles sur la violence entre partenaires intimes, les réponses des services policiers et ainsi de suite. Le volume 3, qui met l'accent sur la question violence du mandat de la commission, se déclinait en 3 parties. D'abord, partie A, l'agresseur. Qu'avait-on appris sur l'agresseur et ses antécédents personnels et aussi ses antécédents de violence et d'autres préjudices causés à la communauté dont il faisait partie. La partie B, nous avons donc résumé ce qu'on avait appris sur les pertes massives, les tueries, y compris un élément clé, le lien très serré entre la violence fondée sur le sexe et la perpétration de tueries. Ensuite, participer la prévention de ces pertes massives. Ce n'est pas le seul endroit où de l'information importante sur la violence conjugale peut être trouvée. Dans le volume 4, nous avons mis l'accent sur la ruralité et les collectivités rurales en ce sens. Les parties C et D considèrent en particulier la sécurité, le bien-être et communautaire, la sécurité des femmes en particulier, et considèrent des questions de contrer la masculinité toxique et d'encourager la saine masculinité. Donc, l'application des leçons. Le volume 5 mettait l'accent sur les services policiers, particulièrement sur comment et où et de quelle façon les services de police travaillent à reconnaître la violence conjugale, comment ils répondent à les questions de violence et comment on peut réimaginer cela. Et la partie D traite les pratiques policières au quotidien, ce qui se passe effectivement et en fait quelle est l'inefficacité plutôt de la réponse policière dans les cas de violence conjugale et de violence fondée sur le sexe. D'autres volumes, l'autre tome, le volume 6 est important en reconnaissant qu'il y a une critique importante des commissions d'enquête qui prennent de la poussière sur les rayons. La commission a revu la mise en œuvre des recommandations de commissions passées et a établi un comité ayant une responsabilité, donc partagée avec les gouvernements concernant la mise en œuvre des recommandations. Je suis très heureuse de vous dire qu'hier, le gouvernement fédéral et celui de la Nouvelle-Écosse a nommé un président, le juge Vindley Holland, qui faisait partie donc de la Cour de la Nouvelle-Écosse auparavant. Et donc, l'échéance, c'est qu'à la fin de juillet, le gouvernement doit établir et annoncer publiquement les autres membres de ce comité qui vont guider la mise en œuvre. Puis, le volume 7 visait la démarche de la commission pour assurer que nous puissions obtenir l'information la meilleure, donc par l'évitement de processus contraires et adverses. Nous avons donc décliné nos conclusions en 3 étapes. Le rapport, d'abord, cerne les constatations qui se rapportent aux questions et problèmes énoncés dans notre mandat. Donc, les constatations principales avaient 2 formes. D'abord, qui se rapportaient à l'agresseur, aux tueries, donc les aspects de la réponse policière, les activités qui avaient été accomplies par l'agresseur dans sa vie. Puis, nous allons identifier les leçons apprises en reflétant les connaissances acquises par l'examen de 7
tuerie, mais par les rapports d'autres commissions et les preuves qui ont été recueillies dans le passé. Et puis aussi, ayant identifié ces leçons apprises, la commission a élaboré des recommandations avec les membres de nos gouvernements d'institutions, de nos collectivités puissent prendre rapidement des mesures qui s'imposent. Et le comité de mise en œuvre sera une partie importante de la mise en œuvre des recommandations, mais il y a des recommandations qui s'adressent à d'autres secteurs de la société, y compris ce que les citoyens, ce que les collectivités peuvent faire pour éviter les décès fondés sur la violence conjugale. Je ne vais pas passer à travers toutes mes diapos aujourd'hui en détail, mais ce sera disponible à vous par la suite sur le site web du centre et du réseau Learning Network. Je voulais vous présenter les constatations principales les plus intéressantes relatives à la violence conjugale et donc au secteur de la mobilisation à cet égard et vous donner une idée, donc, en général, des constatations. Voici une des principales constatations, c'est que le comportement violent intimidant de l'agresseur a été facilité par le pouvoir et les privilèges dont il bénéficiait en tant qu'homme blanc, jouissant d'un statut professionnel et de moyens considérables. Voici un exemple de comment les principales constatations se lient aux leçons apprises. Donc, le chapitre 6, on a constaté que la collectivité a été largement au courant du comportement non seulement violent, mais illégal, intimidant de l'agresseur, mais il y avait des obstacles qui empêchaient de signaler ces problèmes, la crainte des représailles, l'inefficacité des points de signalement, des points d'accès au signalement et le manque de confiance dans une intervention adéquate de la police. Donc, la leçon apprise de ces constatations, c'est qu'il faut un changement culturel, un virement culturel pour qu'il y ait des mécanismes de signalement accessibles, sûrs et crédibles et que donc la promotion de la prévention de la criminalité devienne une responsabilité partagée et que nous trouvions les moyens de combattre donc les privilèges qui favorisent les agresseurs. Alors, je me tournerai dans un instant vers les recommandations, mais je veux parler des principales constatations, donner quelques exemples pour vous montrer comment c'est lié à ces tueries et aussi pour vous montrer ce que la commission a pris particulièrement en phase 2, c'est-à-dire les causes, le pourquoi, le comment, le où. Et donc, Serva et Christine ont parlé, ont étudié la base sociologique, donc de la violence fondée sur le sexe et les pratiques exemplaires permettant d'éviter cela. Il y a 3 aspects clés aux recommandations qui ont été faites au bout du compte par les commissaires. Je crois que les recommandations, en fait, font 3 éléments importants concernant la violence conjugale et fondée sur le sexe. Et voici un exemple des recommandations dans ce domaine, dans le rapport final. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a un lien très serré entre les tueries, les pertes massives et la violence fondée sur le sexe, la violence entre partenaires intimes. Ça, c'était assez évident et ça a mené à recommander par la commission que la police et les procureurs avocats de la Couronne examinent attentivement le contexte de la violence entre partenaires intimes et donc et de faire le lien et trouvent des stratégies pour éviter donc des formes de violence. Et dans le volume du rapport préparé, il y avait June McCulloch et Jenny Marr qui ont vraiment défié l'idée
que la violence conjugale est privée, est seulement intime et limite les victimes et ne doit pas être considérée comme un préjudice public. La Commission a souligné de partout dans son rapport final afin de pousser les politiques gouvernementales et les services policiers afin de penser, de voir ces formes de violence comme n'étant pas distinctes, mais des manifestations de la misogynie, de la masculinité toxique, du privilège et donc de ce genre de choses dans notre système actuel. Et lié à cela, c'est le deuxième élément qui place l'expertise des survivantes et de ceux et celles qui travaillent directement avec celle-ci et la violence conjugale au centre des réponses sécuritaires communautaires et des efforts de prévention. La Commission a donc voulu décentrer la police et la réponse policière et a signalé à maintes reprises que la véritable expertise se trouve dans le secteur de ceux qui travaillent, donc ceux qui travaillent avec des agresseurs, avec des survivantes et les survivantes elles-mêmes et souhaitent donc mettre de l'avant le financement pour assurer la sécurité des femmes lorsqu'elles quittent, par exemple, des relations violentes et d'être soutenues si elles choisissent de rester. Ce doit faire partie de tout l'éventail des réponses possibles. Le troisième aspect de la recommandation quant à la violence conjugale et entre partenaires intimes, c'est ce changement qui met de l'avant la question de santé publique et de prévention, donc de préjudice public. Donc, un mouvement des ressources aussi en amont que possible dans l'échelle continue. Et la docteure Scott, dans son rapport, a certainement souligné le fait de manière très ferme. Donc, le reste de ces diapos établit donc d'autres recommandations selon les thèmes dont je viens de parler. Vous verrez la recommandation 7 ici du volume 7 est une recommandation qui met de l'avant la responsabilité du procureur et des polices afin d'éviter qu'on hyper responsabilise les victimes et qu'on ne les condamne pas, donc afin d'établir ce changement. Donc, il y a aussi donc la question d'évaluation des risques qui soit centrée sur les femmes. Il y a donc des secteurs, par exemple, qui s'occupent de ces questions-là. Et il faut donc préparer des évaluations du risque centrées sur les femmes, axées sur l'expérience vécue de celle-ci. Et la Commission a souligné l'importance de ce type de travail plutôt qu'une liste de contrôle standard. Donc, quant aux démarches d'évaluation du risque qui sont parfois utilisées par la police pour évaluer le risque. Voici une liste de recommandations qui visent ces changements que j'ai identifiés. Une chose sur laquelle ce que je soulignerais, le fait que ces recommandations V, ça indique que ça provient du volume violence. Le volume les recommandations liées au volume de la collectivité commencent avec un C et ainsi de suite. Donc, ça fait partie des recommandations qui découlent de chacun de nos tomes, finalement, du rapport final. Voici un exemple d'une recommandation de la communauté, donc du volume communautaire, où l'on veut donc affecter les fonds gouvernementaux et les soutiens vers pour mettre donc
donc l'accent sur les besoins différents des régions rurales et communautaires et éloignées, et aussi mettre l'accent sur la prévention plutôt que des réponses punitives en rétroaction. Je veux souligner la surveillance, donc des services publiquement financés aux communautés, provenant par exemple de C20, surveillance des services aux communautés pauvres et marginalisées financés par l'État. Donc, Christina parlera davantage du contexte de ces recommandations. Les, les éléments de preuve ont été fournis par Avalon et l'organisme de Christina. C'est que le statut social de l'agresseur donc, peut donc jouer ici et pour déjouer, pour redresser, si vous voulez, le peu de regard qui est porté aux services aux communautés pauvres et marginalisées financés par l'État. Et c'est là où nous mettons l'accent. Il y a donc un échec de la part du gouvernement quant à scruter à l'examen de ces financements publics et à leur utilisation. Et Christina va nous en parler davantage tantôt. Par ailleurs, il y a aussi de l'information dans le volume sur la communauté quant à la masculinité toxique. Il s'agit aussi, comme une stratégie de prévention clé, de soutenir la saine masculinité. Et cela a été aussi soulevé dans le rapport de Katrina Scott. J'aimerais exprimer mon appréciation à la Dr. Scott à cet égard. Et voici des recommandations concernant la réglementation des armes à feu et donc l'application de ces règlements. Donc, un autre domaine où nous avions beaucoup d'éléments de preuve quant à la relation entre les armes à feu et la violence causée par celles-ci. Quant aux questions de services policiers, à mon avis, c'est un des éléments les plus importants du rapport final de la commission et c'était courageux, à mon avis, de la part des commissaires d'inclure la dernière phrase. Si la police continue de ne pas croire les femmes, d'opérer dans l'ignorance quant à la façon dont la violence et les traumatismes s'expriment et de travailler de façon cloisonnée plutôt que de faire partie d'un système coordonné contribuant à la sécurité communautaire, les problèmes que nous avons documentés dans le présent rapport persisteront. Je crois que ça revient directement aux recommandations émises par les commissions d'enquête dans le passé, ainsi que le fait que les services policiers tiennent bon à leur façon de faire et au fait que le secteur donc de mobilisation et qui travaille donc pour contrer la violence fondée sur le sexe et la violence entre partenaires intimes se lutte depuis longtemps pour voir des changements et nous appuyons cet effort vivement ici et ça a été repris dans certaines autres recommandations quant à la lutte contre les préjugés systémiques et le fonctionnement de la police. Donc, donc, il faut donc placer donc ces éléments. La recommandation 75, par exemple, dans le volume police, vise à prévenir la violence et assurer la sécurité de celles qui vivent la violence. Et ça doit être un aspect absolument primordial et c'est contre vraiment ce que l'on voit habituellement. Les policiers ont l'habitude de voir qui peuvent-ils accuser et comment peuvent-ils mettre le grappin sur l'une ou l'autre des personnes. Là. Alors, les recommandations, donc, sont donc des questions et des recommandations
que ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui travaillez dans le système juridique connaîtront comme étant des recommandations qui existent de tout temps. Il y a donc aussi cette dernière recommandation, donc recommandation I1, donc l'organe de mise en œuvre et de reddition de comptes mutuels de redresser la barre ensemble visant un financement approprié, des soutiens appropriés. Et j'anticipe avec plaisir donc voir comme ce qui va se passer. Et Christina et Serva aujourd'hui vous en parleront davantage et j'aimerais vous remercier pour le travail, la contribution de celle-ci à la commission. Nous donc apprécions énormément tout le travail du secteur de défense, donc des femmes, du secteur d'intervention en matière de violence conjugale fondée sur le sexe et qui travaille aussi sur les relations entre ces violences et les formes plus publiques de violence que sont les tueries. Et nous n'aurions jamais pu le faire sans la contribution de chacun, de chacune. Et maintenant, j'aimerais remercier Katrina qui m'a invité à faire cette présentation et je cède la parole à Christina et à Serva. Merci énormément, Emma, pour cette présentation. Et merci de nous avoir aidés à comprendre ce rapport fort détaillé, fort utile d'ailleurs. Alors maintenant, je vais demander à Serva d'allumer sa caméra. Il y a quelques questions. On a reçu quelques questions pour vous deux. Et alors, voici la première question dont on voulait parler. Quelle a été votre expérience en matière de création d'un espace permettant aux membres de la communauté, aux survivantes, de participer à la commission? Quelle stratégie avez-vous utilisée? Je vais commencer avec Christina là-dessus. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je voudrais reconnaître que je trouve sur les territoires ancestraux et non cédés du peuple Mi'kmaq, Avalon, notre groupe, jouait un rôle unique dans cette coalition qui travaille sur le bien-être. Quand on a commencé le travail, on voulait se concentrer sur deux choses. Et on voulait s'assurer que l'aspect violence fondée sur le sexe, qu'on mette l'accent là-dessus. Et ensuite, il fallait voir comment encourager les survivantes à participer aux recommandations. Et au début, la commission a commencé son travail et je me souviens d'avoir parlé avec Laura Green, notre conseiller juridique là-dessus. Je lui ai dit, comment est-ce qu'on va s'assurer que l'information qu'on avait reçue à Avalon, surtout grâce au travail qu'on faisait avec notre navigateur communautaire qui travaille directement avec les collectivités afro-néo-écossaises. Et on se demandait comment est-ce qu'on allait présenter cela ou demander l'aide de ces gens qui ont été maltraités, qui n'ont pas été écoutés. Comment est-ce qu'on allait créer des espaces sécuritaires, protéger leur confidentialité, créer ces espaces sécuritaires pour qu'elles puissent s'exprimer à haute voix? Alors, Avalon et notre coalition avec le STEJ et avec Wellness Within a pu présenter une proposition à la commission. Et après avoir eu beaucoup de réunions avec le personnel de la commission, nous avons pu créer un plan qui serait sécuritaire, qui permettrait de travailler avec les survivantes et qui permettrait un engagement communautaire. Et on voulait que ce soit possible justement pour les survivantes de communiquer avec la commission. Et tout cela se trouve dans le rapport. Je vous encourage à le lire, ça s'appelle We Matter and Our Voices Must Be Heard, pour comprendre ensemble la violence vécue par des survivantes racialisées
ont vécu aux mains de cet agresseur. Et grâce au travail qu'on a fait, on a pu comprendre les expériences des survivantes et on a pu faire des recommandations pour créer des collectivités plus sécuritaires en Nouvelle-Écosse. Je dirais que ce qu'on a constaté au début, et après avoir écrit plusieurs lettres, on a vu qu'il fallait faire preuve de créativité. On s'est demandé comment créer cet engagement sécuritaire. Et tout était fait en collaboration, en parlant aux survivants qui ont vécu des incidences, des impacts. On leur a demandé où est-ce qu'elles se sentaient en sécurité, où est-ce qu'on devait tenir les réunions. On voulait s'assurer qu'on répondait aux différences culturelles. On inclut la nourriture dans nos processus. On s'assurait que les gens puissent partager leur information de la façon la plus confortable et sécuritaire pour elles. Donc, on a présenté cette information et on l'a écrit dans notre rapport. L'autre élément important, c'est que quand le rapport était terminé, et on a beaucoup aidé là-dessus, quand on a terminé notre rapport, j'ai ensuite parlé aux survivantes qui avaient participé aux rencontres d'engagement communautaire et qui ont parlé de ce qu'elles ont vécu par rapport à cet agresseur. Et je me suis organisée pour qu'on entende leur voix et que les thèmes exprimés dans le rapport étaient justes et que les recommandations étaient justes et qu'on reflétait correctement ce qu'elles avaient dit avant de soumettre notre rapport à la commission. Merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui s'y intéressent, le lien au rapport se trouve dans la boîte de discussion. Serva, vous avez eu une responsabilité différente, votre travail était différent. Quelle était votre expérience à créer cet espace? Quelles étaient les stratégies que vous avez utilisées? Merci beaucoup, Katrina et Christina, de nous avoir posé la question. Je reconnais tout d'abord que je me trouve sur les territoires non cédés ancestraux des Mohawks et Haudenosaunee à Laval, au Québec. Et je suis heureuse de pouvoir y vivre et y travailler. Je voudrais commencer en expliquant comment l'équipe de recherche et de politique a fait des efforts pour avoir des discussions avec les survivantes et membres de la collectivité. Et ce, de façon formelle et informelle, donc formellement, bien sûr, noté par écrit. Je vais vous parler de l'engagement surtout avec la collectivité afro-néo-écossaise et les chefs de file de cette communauté. Il y a eu beaucoup de gens de l'équipe qui ont parlé à beaucoup d'autres personnes. Moi, je vais vous parler surtout de mon expérience directe. Tout d'abord, je voudrais vous parler du début de mon travail, qui consistait à travailler avec Emma et le reste de l'équipe de recherche et de politique. Et on réfléchissait sur les parties phases 2 et 3 de ce que ce dont Emma a parlé aujourd'hui. Le contexte, les recommandations, en n'oubliant jamais identifier ce que les informations dont les commissaires avaient besoin pour faire des recommandations signifiantes. Dans ce cadre-là, j'ai donc dû travailler énormément avec des membres de la collectivité afro-néo-écossaise, en plus de tout le reste de mon travail. Parce qu'on voulait présenter des recommandations signifiantes, donc des recommandations qui bénéficieraient à toute la société et qui ne nuiseraient pas aux gens, surtout pour des groupes marginalisés, désavantagés sur le plan historique.
Et en plus de cela, j'ai aussi fait un examen des documents. À tous les jours, des centaines de documents, je les lisais. C'est pas très sexy comme activité, mais ça fait partie ça faisait partie de mon activité de lire tous ces documents. Et j'ai trouvé un document lors de cet examen. C'était le rapport d'un agent de police. Et il a dit quelque chose comme l'agresseur, dans ce cas, était bien connu parmi la collectivité autochtone et noire. Et j'en parle parce qu'on aurait pu ne pas voir ce document. Et en soulevant cette question avec Emma, et je l'ai fait, je lui en ai parlé parce que je me sentais frustrée qu'il n'y avait pas grand-chose. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire être bien connu de la collectivité. J'en ai parlé donc avec Emma et on a découvert qu'il y avait un témoignage par écrit de Melinda Day, une leader de la collectivité afro-néo-écossaise, une militante, une personne extraordinaire qui est très efficace, qui a énormément d'expérience depuis des décennies dans sa collectivité. Et elle avait signalé à la GRC certaines choses. Alors, pour créer cet espace et ces discussions, on lui a demandé si elle serait prête à nous parler. Et oui, il m'a parlé à moi et à mon collègue Wayne King. Nous nous sommes rendus chez elle. Elle nous a accueillis chez elle. Elle nous a parlé davantage de ce qu'elle savait. Sa mère, par exemple, avait été une patiente de l'agresseur et qu'il avait fait des avances à des femmes de la collectivité afro-néo-écossaise. Il leur avait demandé de participer à des relations sexuelles. Et je vais vous expliquer ce que ça voulait dire et ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Mais c'est ce qu'on a fait en termes de recherche et de politique, c'est-à-dire de créer de l'espace pour ces discussions. Je suis d'accord qu'on aurait pu ne pas voir cette petite note. Et je sais, Christina, vous avez déjà parlé de la confiance que les gens avaient envers le processus et le système. Alors, maintenant, nous allons passer aux obstacles et aux limites. Quels sont les obstacles et les limites auxquels vous avez dû faire face pour recueillir et partager des points de vue différents? Bon, oui, il y en avait beaucoup. Pour moi, il y avait quelque chose auquel je pensais. C'est-à-dire comment créer des relations, créer des rapports et créer de la confiance. Je suis noire, mais je ne suis pas afro-néo-écossaise. Je n'avais pas de relation antérieure avec les gens. Je rencontrais les gens et je me sentais, c'était un peu malaisé parce qu'à l'époque, il fallait que je dise la vérité, que je n'avais pas de collègues afro-néo-écossais et que j'étais membre d'une commission. Et même si les commissaires étaient des gens très dévoués et de bonne volonté et voulaient que la commission réussisse, la commission, c'est une entité temporaire. Nous sommes tous retournés à la maison maintenant. Et quand on crée, on bâtit de la confiance, c'est difficile de naviguer ces là. J'ai mentionné qu'on avait reçu cette note du rapport de Melinda Day à la GRC, mais on n'avait pas encore partagé cette information publiquement. Même les participants à l'époque n'étaient pas au courant de cela. Alors, je ne pouvais pas avoir des conversations ouvertes avec les gens avec qui je travaillais à propos de ce qu'on constatait. Et cela a un impact sur la confiance également.
même si j'ai pu parler de recommandations et comment les recommandations devaient aider tout le monde et l'impact de ces recommandations, c'était vrai, mais c'était pas toute la vérité. Et j'ai eu du mal avec cela. En ce qui concerne les obstacles et les limites, il y avait autre chose. J'écoutais et je respectais les besoins et les limites des gens avec qui je travaillais. J'ai eu beaucoup de discussions où j'ai vu que les Afro-Néo-Écossais avaient fait l'objet de trop de recherches, de trop d'études. Ils avaient rencontré beaucoup de gens comme moi, des chercheurs, chercheuses. Il n'y avait pas de réciprocité, ils n'étaient pas imputables et ça, ça, ça nuisait à la commission qui était là pour recueillir des faits. Parce que la réalité, c'est que les gens avaient besoin de plus de soutien. Ils avaient besoin davantage d'aide. Il y avait donc cela. Il y avait eu un autre obstacle aussi. On a un rapport final avec des recommandations fortes et musclées. À l'époque, on n'avait pas cela au tout début du processus. Et les recommandations, même si Emma a parlé de mise en œuvre, au début, on ne pouvait pas garantir cela lors de nos discussions. Il fallait que je sois honnête avec les gens, que les recommandations n'étaient pas exécutoires. J'ajouterais aussi qu'il y avait beaucoup d'obstacles juridiques et de considérations juridiques. J'ai une formation juridique et je me disais, par exemple, si on a ce rapport de Melinda Day et c'est de lui dire qu'elle le rapporte, comment est-ce que les commissaires vont traiter de ce qu'elle a signalé? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de procédure juridique? Je pensais aussi aux éléments de preuve, et Emma et moi, on en a beaucoup parlé, des éléments de preuve qu'il fallait mettre dans les actes de la commission afin de comprendre pourquoi les témoignages directs, il n'y en avait pas assez. Les gens ne voulaient pas donner de témoignages directs. Nous, comme je dis, il y avait une transcription. Ensuite, on a fait un suivi avec notre propre entrevue, mais il n'y avait pas grand-chose d'officiel. Et j'ai fait une note de service pour dire qu'il faudrait un rapport d'expert de la commission. Et finalement, les commissaires ont décidé qu'on n'avait pas assez d'éléments factuels pour justifier un tel rapport. Et finalement, c'était, je dirais qu'à beaucoup de niveaux, en tant que quelqu'un qui a déjà travaillé dans ce domaine dans la commission et qui a de l'expérience à travailler avec les survivantes, je me sentais très frustrée face à ces obstacles et ces limites. Je pense qu'il est dommage qu'on n'avait pas en main les outils pour faire le travail. Et c'était grâce à Avalon et d'autres participants, alors que nous, on n'arrivait pas à aller de l'avant, comme tout le monde aurait souhaité. Il est important de noter qu'ils ont réussi, après avoir fait maintes et maintes demandes à propos de ce qu'on faisait, ce qu'on essayait de faire. Alors, c'était en fait les obstacles et les limites principaux que j'identifierais. C'était formidable ce que vous avez fait, dit Katrina. Alors, Christina, même les obstacles et les limites vus par Avalon. Je serai honnête avec vous, franche avec vous.
après avoir envoyé énormément de lettres, après avoir eu beaucoup de soutien de notre conseiller juridique, après avoir essayé d'aller de l'avant, il y avait un moment, et je me souviens que j'avais parlé à Aaron, notre conseiller juridique, je me souviens de lui avoir dit, je ne peux pas continuer, je ne voudrais pas être complicite dans ce processus. Et Aaron faisait tellement de travail derrière les rideaux, il travaillait sur les documents, les rapports de la commission, il versait tout dans la preuve. Et on a utilisé cela comme une façon d'élargir notre travail communautaire. Et nous avons pu aller de l'avant avec l'engagement communautaire. Alors, c'était le point de départ pour nous. On a pu prendre un autre chemin et tracer le chemin de notre participation. Je dirais que c'est très, très difficile. Il y a eu tant d'enquêtes qui ont été effectuées. Il y a tellement d'éléments, de recommandations, d'anciennes enquêtes qui n'ont jamais été mises en œuvre ou appliquées. C'était en tant que participant, et je voudrais dire que le personnel de la commission était formidable. Et les gens on travaillait avec des survivants et survivantes qui étaient prêtes à donner leur témoignage. Mais quand on parle avec les gens, on dit qu'on valorise leur voix et qu'on veut les accompagner et s'assurer que leur voix soit entendue et et le mandat de la commission, c'était que les recommandations reflètent ce que disent les gens les plus marginalisés de la collectivité. Mais dans beaucoup de discussions qu'on a eues avec les survivantes, suite à cette violence, les gens disaient, mais comment est-ce que vous allez pouvoir garantir que les choses vont changer? Nous avons, souvent les gens viennent chez nous, ils font de la recherche et c'est très nuisible parce qu'il n'y a pas de suivi et il faut composer avec cela. Quand on est un travailleuse de première ligne qui travaille dans le secteur de la violence fondée sur le sexe, on veut protéger les gens, mais on voudrait s'assurer que tout l'argent dépensé serait bien dépensé pour répondre à la violence fondée sur le sexe, surtout pour les gens marginalisés. Alors, on a eu beaucoup de défis à ce niveau-là. Et des défis au niveau du rôle de la commission. On se demandait, par exemple, ils allaient bien ou mal agir. Il fallait faire preuve de transparence, de mettre en place de la protection, de la sécurité, même quand on présentait aux tables rondes et quand le rapport a été présenté aussi. On a bien réfléchi à toutes nos actions. Christina, une question. J'ai suivi les rapports dès le début du processus. J'aimerais utiliser le mot résistance face à l'utilisation du terme violence fondée sur le sexe. Est-ce que vous avez vécu cette résistance quand vous avez fait vos multiples demandes? Est-ce que c'était un obstacle? Est-ce que ça empêchait les gens de parler ou vous de faire votre travail? Je me souviens de la première réunion que j'ai eue avec ma collègue auprès de tous les participants. Et je me souviens de ce qui s'est passé. Il y avait des participants et beaucoup de membres de la communauté qui disaient
Ah, regardez les organisations représentant la violence fondée sur le sexe. Pourquoi sont-elles ici? On en parlait beaucoup dans la collectivité. Les gens se demandaient pourquoi ces organisations VFS avaient participé à la commission. Ça démontre qu'il faut vraiment un virage culturel. Nous sommes très, très loin encore de pouvoir réagir à la violence de façon efficace. Quand on pense à l'histoire, les antécédents de violence de l'agresseur, il y avait tellement de gens qui étaient au courant de cette violence, les professionnels, les membres de la collectivité, la famille. Et encore, les gens se demandaient pourquoi les organisations de violence fondée sur le sexe participaient activement à cette enquête. C'était un début, un défi au début. Mais je pense que ces organisations de violence fondée sur le sexe qui ont participé à l'enquête ont fait front commun. On s'est dit, on va y arriver. C'était difficile au début de l'enquête. Quand les gens se demandaient pourquoi on était là, pourquoi on était représentés. Mais je pense que maintenant, on a un rapport final et il y a des recommandations. Et on a vu qu'il fallait faire venir les bons participants à l'enquête, des gens qui pouvaient utiliser leurs expériences et leur expertise pour faire avancer le processus. C'était très utile. Alors, est-ce que Sarah, est-ce que vous avez des réflexions à propos de la présence des organisations de violence fondée sur le sexe dans le processus? Réponse oui. Moi, je travaille au niveau des politiques et de la recherche. Et en tant qu'équipe, on devait planifier des tables rondes pour ces rencontres publiques et essayer d'identifier les thèmes de discussion et ce dont il fallait parler. Et je dirais que j'ai eu beaucoup de... J'étais perturbée. Au niveau de cette partie du mandat, il fallait commencer à la case de départ et justifier pourquoi on parlait de ce sujet. Et c'est ce que nous avons fait. Il y avait une partie des rencontres était utilisée pour expliquer ce que c'est que le contrôle coercitif, la violence conjugale, la violence fondée sur le sexe. Il fallait expliquer tout cela au début. Et ensuite, il fallait parler du lien entre les pertes massives et la violence fondée sur le sexe. Et c'était très bien fait d'ailleurs, nos explications. Mais j'ai noté que il y avait cette résistance dont vous avez parlé, Katrina. Et j'ai constaté que, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois durant les discussions entre experts. Quand il s'agit de ces questions, on a vu maintes et maintes recommandations. Notre collègue à la commission, Kate Kehoe, a fait un examen environnemental qui a démontré ce schéma. Et c'est frustrant dans le sens que, de nouveau, on commence à la case de départ. Et il faut d'abord expliquer ces questions qui sont tellement évidentes dans la société. C'est une situation où, bien sûr, les résultats étaient formidables, mais on a dû composer avec cette réalité également. Merci, merci beaucoup. Christina, à vous la parole. Vous avez parlé un petit peu du travail que vous avez réalisé et de comment tout cela se lie. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous souhaitez émettre
à d'autres qui sont ici, qui pourraient vouloir aussi reconnaître et la situation et intervenir pour le changement. Ben, je crois que lorsque ça a commencé, certainement pour les organismes qui se mobilisent et les autres dans la collectivité, parfois on se sent lié, on se trouve perdu dans le statu quo. Donc, et simplement parce que c'est la façon dont les choses sont disposées ou s'organisent, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça doit l'être. Être créatif et stratégique, je sais que c'est dur dans le milieu, donc du secteur de lutte contre la violence conjugale, qui le font depuis longtemps, qui font la même chose pour tenter de faire progresser les choses depuis longtemps. Nous aurions pu simplement dire non, nous allons abandonner, nous jetons donc la serviette, mais nous avons décidé de persévérer, d'aller de l'avant. Et c'est important pour tout le monde ici, parce que vous savez, parfois, dans un processus, dans une démarche, on peut se sentir sans espoir. Il faut peut-être alors tenter de voir comment on peut naviguer là-dedans pour trouver des moyens, des sorties et des progrès. Et quant à Lisa Banfield, nous avons véritablement tenté, et c'est important que vous le sachiez, ce que notre coalition a fait, nous savions, lorsque Lisa allait comparaître et que le blâme de à la victime qui se passait dans la communauté à Nouvelle-Écosse par les médias, par les membres de la communauté également, et le blâme qui lui était jeté. Et ce qui se passait, ce qui s'est passé après la tuerie et ce que l'agresseur a fait, c'est que nous avons décidé plutôt que d'être réactionnaires et de réagir, nous avons fait préparer une trousse média, nous l'avons envoyée à tous les grands médias pour tenter de les encourager, de les éduquer afin de ne pas blâmer la victime, de vérifier, de veiller aux libellés utilisés, donc de tenir compte des traumatismes. Donc, il s'agissait, encore une fois, pas seulement d'être réactif, mais d'être proactif, de tenter de prendre des mesures de prévention. Et notre coalition, je le crois, est en mesure de le faire. Et j'ai parlé à plusieurs rapporteurs, plusieurs journalistes, euh, et je crois que ça a vraiment aidé un tout petit peu parce que je me rappelle, je conduisais au travail et j'entendais à la radio, elle a été catalyseur pour la tuerie, pour ce que l'agresseur a fait. Et oui, nous devons trouver des manières d'intervenir de bonne façon parce que notre système est axé sur le fait de ne pas avoir des ressources de financement correctes pour faire ce travail de justice sociale finalement et de vraiment d'étudier le travail à faire. Et ça, c'est très stratégique lorsqu'on étudie le financement, les gens qui ont le privilège et le pouvoir. Est-ce que ces gens-là veulent véritablement les changements requis ici? Et c'est pourquoi il est important dans notre rôle d'être proactif, de trouver des manières créatives d'aller de l'avant et de travailler ensemble. Vraiment des suggestions d'une importance capitale ici. Je sais que les gens, le système de justice qui sont remplis de passion et qui, après une journée donc de travail ardu, sont encore à plancher sur ces choses-là, comme toi. Alors, vous avez déjà identifié des moments très importants, Shervad, quant à l'information qui a été fournie donc à certains moments de la journée. Et est-ce est-ce que ça a été fait avant, après? Pourquoi est-ce que c'était si important l la le déroulement, en fait et
et de l'entrevue et de l'information. Oui. Oui, absolument. La Melinda Day, la raison pour laquelle son entrevue était d'une telle importance au début pour la GRC, c'était parce qu'elle dit que l'agresseur avait offert, des avait fait des avances à des femmes dans, la communauté afro-néo-écossaise et on n'en avait pas parlé, on n'avait pas su cela auparavant et on l'a voulu savoir de sa part comment elle avait, heu, découvert cette information. Il fallait comprendre un peu qui elle est. Elle a elle est la fille aînée de Dunmore Buddy Day, qui était une militante communautaire, une boxeuse professionnelle qui elle-même était aussi elle-même était enseignante, directrice d'école, elle a été donc présidente du conseil scolaire de la région d'Halifax. Donc, elles étaient bien connues, bien reconnues et elle provient d'un patrimoine et d'un historique de militantisme dans la communauté afro-néo-écossaise et elle a créé, une confiance qui lui a permis, par exemple, où elle travaillait à titre de bénévole avec l'association, de sanitaire de santé pour les Afro-Canadiens. Elle était une facilitatrice dans les salons de beauté pour tenir des conversations où les femmes, bon, se faisaient, coiffer et discutaient, par exemple, des effets de la COVID, des répercussions de la COVID. Ça n'avait rien à faire avec, la tuerie, mais c'est pendant ces conversations que ces femmes ont divulgué, ces renseignements, lui ont donné davantage d'informations sur leurs interactions avec l'agresseur et je crois qu'il est un exemple incroyable de militantisme, de mobilisation, car à ce moment-là de sa carrière, elle avait enseigné bien des enfants qui étaient devenus des parents dans sa communauté. Donc, on la connaissait très bien et alors qu'elle nous parlait à nous pendant l'entrevue, il est devenu très clair, heu, pour moi et mes collègues qui menaient l'entrevue, que non seulement elle était donc une personne de confiance, mais on s'attendait à ce qu'elle intervienne pour ceux qui ne pouvaient pas le faire pour toutes sortes de raisons valables ou qui avaient des limites à leur possibilité de se mobiliser eux-mêmes. Et donc, je ne crois pas que nous pourrions tenir cette conversation si ce n'était pas de son courage, dans ces informations qu'elle a, donc divulguées, dans sa conversation à la GRC et avec nous. Est-ce que j'ai répondu à la question? Y a-t-il autre chose? Je pense que c'est fantastique et je réfléchis à l'importance des actes, individuels de chacune et le courage que l'on peut montrer, qui pourrait ne pas avoir de répercussions sur le moment, sur le coup, mais qui pourrait en avoir par la suite. Donc merci de nous faire part de cela, Sheva. Très bien. Je vais passer une question difficile pour vous, Christina. Qu'en est-il des recommandations? Et il y en a toute une panoplie dans ce rapport et je me demande quel comment les, intervenants peuvent utiliser ces recommandations de la commission pour appuyer le travail de donc lutte contre la violence conjugale et la violence fondée sur le sexe. Question importante et je vois déjà comment nous travaillons ensemble et je peux vous dire que depuis, l'apparition de ce rapport final, il y a eu davantage de conversations. Les gens de partout au pays rayonnent vers nous et parlent à beaucoup, donc d'autres organismes pour,
Donc, il y a par exemple Ending Violence Canada, un organisme qui travaille dans ce sens. Et comment nous étudions ces recommandations et comment on lie ça à d'autres travaux. Par exemple, il y a des gens de diverses provinces et territoires ici avec nous, mais vous savez, il y a le plan d'action nationale également et lier cela, et si les personnes dans les provinces ont donc voulu adhérer à cela, est-ce qu'on demande à nos gouvernements fédéral et provincial des redditions de comptes et comment avons-nous vu étudier les possibilités d'appliquer des éléments de recommandation quant à ce qui se passe dans vos propres provinces, avec vos dirigeants politiques, vos élus. Nous avons besoin des efforts de toutes et de tous. Et lorsque on pense à la violence et comment on la traite et comment on la normalise et que ça continue à exister dans nos communautés partout au pays, nous devons étudier tous les aspects de la société dans nos communautés pour voir comment la violence se décline. Katrina, vous parliez de la table ronde à la commission et de parler donc de la reddition de comptes, donc dans les endroits de travail, par exemple, dans le système d'éducation, dans nos écoles. Nous devons voir comment tous ces éléments peuvent être liés par des législations semblables, des législations concordantes et appliquer cela partout. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, notre loi sur la santé et la sécurité au travail, et c'est la même chose dans la plupart des provinces, ne conçoit que la violence physique et non pas les autres formes de violence. Pourquoi? Et lorsqu'on voit des autres travaux d'Avalon en ce moment, les autres initiatives concernant les ententes de confidentialité, de non-divulgation, bon, par exemple, ce qui s'est produit à Hockey Canada. Pourquoi certaines provinces seulement maintenant décide de ne plus utiliser les ententes de non-divulgation dans les cas utiles, par exemple, pour l'intimidation, la violence sexuelle, la violence. Pourquoi est-ce que les personnes signent ces ententes de non-divulgation lorsqu'il y a des formes de violence qui ont lieu? Donc, le harcèlement, l'intimidation, le racisme. Alors, je voudrais que nous soyons ouverts à déceler comment la violence se trouve partout dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos milieux de travail, dans nos foyers et dans, pour voir les différents éléments qui peuvent être traités à la fois. Et lorsque j'étudie ces recommandations, je constate qu'il faut faire tous ces liens. Et un des éléments qui est découlé d'Avalon, du rapport que l'on a euh, publié, c'est que les forces policières, ce qu'on a donc tenté de faire, par exemple, c'est d'exclure les services aux victimes des forces policières ou des services policiers. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants et de gens qui sont dans les positions vulnérables qui ont donné de l'information pour cette commission. Comment utiliser cela pour qu'à l'avenir, nous puissions traiter tous les secteurs de notre communauté, toutes nos structures, et pour donc éviter cette violence. Et il ne s'agit pas seulement des services policiers. Je le dis toujours, on met l'accent, même dans la commission, on a mis l'accent sur la police, les services policiers. Oui, tout à fait. C'est très bien. Il faut cerner cela, la violence, le code de silence, l'omerta qui a lieu dans la police, mais ça a lieu dans plusieurs autres endroits dans notre communauté, dans nos organismes, dans nos organisations. Nous devons traiter cela, avoir de la reddition de comptes à cet égard, et nous devons arrêter de normaliser la violence. Et il ne s'agit pas donc de nos foyers seulement, il s'agit de nos milieux de travail, il s'agit de tout, il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective afin de ne pas normaliser la violence.
Merci beaucoup, merci. Je vais juste transitionner. Il nous reste 15 minutes environ. Je vais passer à certaines questions. Je vais inviter Emma à allumer sa caméra et à revenir à ce que Christina disait, parce que on soulignait à quel point ce que ça faut, ce qu'il faut en fait pour faire un changement nécessaire dans une culture. Et bien des gens se posent la question, la mise en œuvre, euh, dans quel point les gens sont prêts à le faire, les défis qui pourraient se trouver là et comment vous percevez cette question-là. Emma, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Oui, oui, merci Katrina. Et merci Sarah et Christina d'avoir expliqué cela de façon magistrale. Et pour toutes ces questions dans la boîte de clavardage aussi, la dynamique dont Sarah a parlé, le fait que la commission devait commencer comme d'autres commissions l'ont fait, en expliquant voici ce que c'est que le contrôle coercitif ou la violence conjugale, ou pourquoi on parle de ces choses-là. Et c'est pourquoi Lisa Banfield est vue comme victime plutôt que co-agresseur, une personne qui doit rendre compte des actions de son partenaire. Et cela démontre euh, la compréhension culturelle de la violence conjugale, violence fondée sur le sexe et sur la reddition de comptes. Toutes ces choses qu'on voudrait voir changer dans la société. C'est vrai également, et il y en a beaucoup ici, beaucoup de participantes à ce webinaire qui ont participé au travail de Christina et qui se sont rencontrés pour s'assurer de montrer les preuves et de montrer la documentation à la commission. En tant que directrice de la recherche et des politiques, mon travail, c'était pas de générer les idées, mais d'aller les chercher et d'essayer de les diffuser davantage et de m'assurer qu'ils soient entendus. Et les commissaires ont pris un point de vue similaire. Euh, ils ont donné la place à de bonnes initiatives. Ils ont encouragé un bon financement de ces activités. Le financement de base était un élément clé dans le rapport final. Et on a dit qu'il faut un financement de base justement pour les gens qui travaillent dans le domaine de la violence fondée sur le sexe, par exemple. Alors, c'est une façon très longue de dire qu'il existe énormément d'expertise et de capacités. Il y a cette dynamique pour nous qui travaillons dans le domaine de la violence conjugale et violence fondée sur le sexe, qu'on doit constamment expliquer, nommer, identifier et contrer. C'est pour ça que l'élément de mise en œuvre est tellement important parce qu'il faut une reddition de compte. Il faut dire aux institutions, aux organismes, vous ne pouvez plus faire semblable de ne pas comprendre ces éléments. Nous travaillons depuis des années là-dessus. On peut remonter des décennies. On ne peut pas faire semblant de dire « Ah, c'est nouveau ». Et quand les institutions maintiennent ce point de vue, c'est une fausse naïveté. Le potentiel est là. Mais il faut s'assurer de créer cette coalition et de maintenir la pression et qu'on valorise le travail des femmes, qu'on finance ce travail. Et c'est un virage culturel. Mais on ne devrait pas commencer à partir de zéro. Ce sont des choses qu'on sait, mais on continue de rencontrer de la résistance. C'est la vérité pure et simple. Alors, malheureusement, on a un travail à deux volets.
il faut identifier les pratiques exemplaires, les meilleures façons de faire et réfléchir à la prévention, au financement et la qualité. Mais il s'agit aussi d'avoir constamment à expliquer pourquoi c'est important. C'est pas seulement pour les femmes, par les femmes et pour les femmes. Comme Christina l'a dit, en fin de compte, on y est arrivé. Je suis d'accord. Mais comme Sarah et d'autres dans la commission, à l'extérieur de la commission, les gens se sentaient très frustrés quand on essayait d'y arriver. Même le discours de la commission, le discours des participants, des fois, posait vraiment problème. Je m'excuse. Tout ce que je veux dire, c'est que la capacité est là, les connaissances sont là, mais il faut donner des possibilités d'agir aux gens. Ça prend une volonté politique et ça prend une reddition de comptes politique. Et ça, c'est un élément clé. C'est ça que ça prend pour effectuer un vrai changement. Merci, Anna. Sarah, j'aimerais que vous répondiez à la prochaine question. Le rapport met l'accent sur le privilège, le privilège et l'aspect financier ou le pouvoir financier de l'agresseur. Pouvez-vous en parler de cela? Bon, je peux parler un petit peu de comment on a essayé de dévoiler tout cela dans notre travail. Et Anna, vous pouvez en parler aussi, parce que c'est fait partie de la discussion qu'on a eue, surtout au début. Après avoir vu les faits de cette affaire, on savait que l'agresseur avait été violent, avait commis des actes violents depuis des années, et la communauté était tout à fait au courant de cela. Et on s'est demandé quels étaient les éléments de preuve qu'on pourrait recevoir et qui ne pourrait pas nous donner de témoignages. Ce qu'on a fait durant la phase 2 et la phase 3, durant l'identification de ces phases, c'est qu'on a parlé justement de la masculinité toxique. On n'a pas utilisé ce mot-là, mais on a parlé de son rôle dans la création d'un événement de perte massive et un rapport présenté à la commission sur ce sujet-là. Et on a parlé des armes à feu et leur lien à la masculinité toxique. Et nous avons parlé, durant les discussions de la phase 3, de la façon que cette culture est liée à des actes de violence. Et c'était une discussion difficile à avoir ouvertement. Ce n'est pas toujours le cas. Bon, un de nos problèmes, c'était comment tenir cette discussion et comment parler, par exemple, des antécédents de violence dans la vie de l'agresseur lui-même, ainsi que d'autres sujets, d'autres isthmes qui font partie de la discussion. Oh, ben ça, c'était une excellente réponse. Je dirais peut-être un peu plus de façon un peu plus directe, c'est que le fait d'être blanc et son privilège socio-économique a permis à l'agresseur de se comporter comme il le faisait dans la collectivité sans être
sans que ces activités, ces actions soient contestées. Et ça s'appliquait à chaque fois qu'on signalait ces actes violents à la police. Alors moi, je suis prête à dire de manière catégorique que sa race jouait un rôle important dans sa façon de commettre cet événement, cette tuerie. En partie parce que une personne racialisée ou qui avait moins de privilèges économiques aurait eu un casier juridique, n'aurait jamais pu se procurer des armes à feu de façon légale. Mais l'agresseur, dans ce cas-ci, a pu le faire. C'est un exemple très simple. Alors, je pense que la race joue un rôle primordial. Merci à vous deux. Je vais demander à Christina de donner le mot de la fin. Et la question, c'est les politiques, la direction de la GRC, quel impact ont-ils sur votre travail pour contrer la violence aujourd'hui? Quelle est la relation que vous avez avec les politiques de la GRC et ce qu'il faut faire? Réponse, il reste beaucoup de travail à faire. Mais il s'agit en fait de démanteler des structures de pouvoir et de privilèges. Et que ça va prendre du temps. Il reste beaucoup de pain sur la planche. Mais en travaillant sur les efforts de mobilisation et en travaillant avec des politiques, surtout avec le NPD, je peux vous dire qu'il y a de l'action. Il y a beaucoup d'avocats aussi, même depuis un an, qui se penchent et qui réfléchissent sur leur rôle et les outils qu'ils utilisent dans leur travail et qui ont nui aux gens. Mais il s'agit d'un virage culturel important. Des gens qui font des abus de pouvoir, qui utilisent la violence, ces gens-là ne veulent pas de ce virage culturel. Ils voudraient continuer de jouir de ce pouvoir. Et c'est pour cela que la reddition de comptes est importante. Et plus il y a de gens qui en parlent haut et fort, plus il y a de gens qui s'unissent ensemble pour lutter contre la violence, plus on sera capable d'agir. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Et je dois dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. La nature concurrentielle des organismes à but non lucratif a un impact direct sur notre capacité de faire front uni et d'aller de l'avant pour contrer les injustices systémiques. Et il faut changer ce système. Et c'est important à dire. Il ne faut pas que les organismes luttent entre eux. Ce que je continue de faire, et ce depuis 15 ans, après 15 ans de travail, je vois qu'il faut continuer à aller de l'avant et s'unir, aller chercher des alliés et cesser de travailler les uns contre les autres et cesser de travailler les uns contre les autres à cause de conflits politiques. Parce qu'on veut mettre fin à la violence et créer des collectivités plus sécuritaires. Merci. Ah, mon Dieu. C'est une idée vraiment formidable. C'est vraiment une belle façon de terminer la journée. Et merci à vous toutes. Je remercie tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui avec nous. Emma, Sperwa, Christina. Et je remercie aussi et j'encourage tout le monde à mettre en œuvre les leçons apprises et de travailler ensemble d'une voix unie pour faire ce travail difficile qui nous permet de centrer la sécurité, le bien-être et de lutter contre la violence fondée sur le sexe. Merci pour
vos commentaires. Merci aux interprètes ASF, Jamie et Chelsea, et aux interprètes francophones, Kathleen et Wendy, pour leur soutien. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation pour recevoir un certificat de participation. Un petit rappel, un lien s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur après la fin de l'événement. Nous avons hâte de vous revoir lors du prochain événement. Merci.